Siroutons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex pour le podcast Siroutons le houblon. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais commencer par vous demander déjà vous informer que si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et la grande majorité des plateformes de streaming et de podcast. Donc n'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous ne manquerez aucun nouvel épisode. J'en profite également pour remercier quelques tipeurs qui soutiennent financièrement le podcast sur Tipeee. Donc merci à par exemple Vincent, Valentin et François. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit une brasserie, c'est un rencontre avec, et je rencontre Victor et Léo, les fondateurs de la brasserie 90 BPM Brewing. Donc je vais les accueillir. Si tout fonctionne, hop, les voici. Salut les gars. Ouais. Ouais, carrément. J'ai préparé plein de questions, t'inquiète pas. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter, Victor et Léo, qui êtes-vous ? Très bien. Alors, comme tout se passe bien, on me dit qu'il n'y a pas de son de votre part dans le chat. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. C'est les aléas du direct, c'est génial. Alors, attends. Pourtant, tout devrait fonctionner. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah ouais, on vous entend pas sur le live. J'essaie de... Ah ouais, carrément. Non, non, mais non, mais moi de mon côté, c'est bon, je vous ai bien sur la table de mixage, c'est le PC qui vous récupère pas. Et une bonne question, c'est pourquoi il vous récupère pas vous, il me récupère moi. Ah, excellente question. J'ai peut-être une idée, mais le problème c'est que si je vais tester quelque chose, mais normalement si je l'active, voilà, on peut. Ah, si vous avez des talents en chanson, ouais, allez. Ça se- Alors attendez, parce que j'ai bien une idée, mais si. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Parce parce que si je fais ça, normalement vous allez vous entendre en écho, c'est le problème. Test. Bon, après, on n'a pas un son démentiel, donc ça va pas trop nous gêner, je pense. Enfin, après, c'est peut-être Là, pas. on s'entend pas en écho. Vous vous entendez pas en écho? Ok. Non. Bon, et Donc, normalement le chat vous entend, enfin le live vous entend, donc c'est bon. Ah, ils nous entendent. Ah, très bien. Bonjour, bonjour les gens qui Bonjour nous à entendent. tous. Bon, alors on va reprendre pour le live, je ferai un petit montage pour la version podcast. Super. On On fera comme si de reprend rien avec, n'était. exactement, donc podcast avec la brasserie 90 BPM Brewing, d'ailleurs 90 BPM, 90 BPM, français, anglais. Comme on veut. Français, mais il faut. Ouais, comme on veut. Ouais, comme on veut. C'est un peu comme Sum 41 et Blink 182 ou Blink 182. Ça, c'est des trucs. Si Sum 41, pour le coup, tout le monde dit Sum 41, mais Blink 182, des Ouais. gens disent Blink 182, donc c'est pareil. Faites comme vous voulez. Très bien. Bon, alors Victor, Léo, présentez-vous. Ah bon, bah alors, du coup, Léo, vas-y, commence. Je Tiens. commence cette fois. Alors, donc Léo, Ouais, du coup. je fais un résumé. Léo, donc j'ai 31 ans. Très bel âge. Et donc je suis un des cofondateurs de 90 BPM. Donc avant ça, j'étais chimiste, je travaillais à l'université de Bourgogne. Et donc moi j'ai quitté mon taf fin 2019 pour bosser sur le projet.
Et moi, c'est Victor. Du coup, j'ai aussi 31 ans. Et du coup, moi, je bossais avant dans le marketing digital, pour être précis, à Paris, même si de base, je suis de Dijon. Et pareil, quitter tout ça mi-2019, fin 2019, pour bosser sur le projet ici à Dijon. Voilà. Ok. Alors moi, je vais commencer par m'ouvrir une petite bière. Ah, bah tiens, bon, on va t'accompagner. Ouais. Je vais commencer Tu doucement. veux que j'y aille? Ah bon, c'est la Pilsner, c'est la Pchit Tout à fait. Schnitten. Exactement. Alors, est-ce que le Pchit, tu l'as fait au micro ou pas? Parce qu'il faut voir si c'est en français ou en tchèque. Ah non, je l'ai déjà ouverte, mais attends. Ah, mais je crois que j'ai entendu Pchit, mais ça va être. Ouais. On va faire le des fois, ça fait glouglou. en tchèque. On va faire le glouglou. Alors, pour la petite histoire, ce nom, c'est pas par hasard, c'est une référence à un sketch d'un mec qu'on adore qui s'appelle François Pérusse. Et en fait, il y a un sketch où il est en République tchèque et il s'ouvre une bière, et en fait, quand il l'ouvre, ça fait pas Pchit, ça fait Pchit and Schnitten. Donc voilà. Très bien. La petite histoire. Je comprends mieux maintenant l'origine du nom. Voilà. Et donc, on profite pour montrer notre petite verre à Pilsner qu'on a reçu la semaine dernière. On voit pas très bien, mais on s'est fait un petit kiff. On a pris des verres. On a fait des verres qui, pour l'instant, ne sont pas en vente. Ils seront en vente à la brasserie, mais voilà, c'était histoire d'avoir le verre qui va avec. Donc, je vais quand même montrer la canette. Je regarde. Magnifique. Yes. Donc, on part sur une Pilsner pour débuter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette petite Pils? Alors, c'est un peu coupé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est une Pils? Non, c'est ça? Ce que c'est que cette Pils? C'est que cette Pils. Cette Pils, particulièrement celle-ci. Particulièrement, très bien. Léo, moi, je peux commencer. Vas-y, puis je complète. C'est une Pils, comme son nom l'indique, elle est inspirée donc, des Pils tchèques, qu'on apprécie beaucoup. Donc, des Pils un peu florales, bien amères, et puis surtout bien sûr le malt. Ouais, bien sûr le malt. Toujours un petit côté crispy, vraiment pour voilà, c'est ça, mettre en allemand le malt, pour le coup, c'est un. J'ai dit mettre en allemand, mettre en avant. le malt, qui en l'occurrence est du Flor Malted Pilsner, donc un malt qui vient de chez Weyermann en Allemagne, mais qui vient en réalité d'une malterie tchèque, qui est un peu, à notre goût en tout cas, le meilleur pour ce genre de produit. Voilà. Très bien. Bon, continuons sur votre interview. Comment vous avez découvert la craft? Comment on a découvert la craft? Yes. Alors moi, donc Victor, c'était il y a presque une dizaine d'années, c'était 2012. Je pense que c'est comme beaucoup de gens, ça s'est fait en Amérique du Nord, en Californie pour être exact. Et ça s'est fait, il me semble que c'était une longboard de chez Kona, et c'était juste ma première IPA à la pression devant un match de baseball, et c'était juste le moment où les pupilles dilatent, le cerveau il fait what, qu'est-ce qui se passe, et puis à partir de là, ça a été une découverte perpétuelle, et c'est encore une découverte perpétuelle de ce monde très riche qui est la craft. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Et donc pour ma part, c'était plutôt, je buvais déjà de la bière, j'aimais déjà ça avant, mais je me suis vraiment intéressé à ça effectivement aussi en allant, moi c'était au Canada, au Québec, où il y a pas mal de microbrasseries. Et donc, ouais, en fait, c'est surtout les lieux en fait, que j'ai vraiment aimé à la base, et puis le fait d'avoir des brasseries locales, et puis ensuite le produit, c'est là-bas où j'ai goûté des vraies IPA, en tout cas mes premières vraies IPA, et ouais, ça m'a ouvert sur pas mal d'autres styles ensuite. Donc, voilà. C'était il y a combien de temps ça? Alors, moi, c'était en 2014, donc 7 ans maintenant. Et toi, je sais pas. Moi 2012, ouais, voilà. Premier voyage en Californie pour voir la famille là-bas. Ouais, à une époque où la craft n'était pas encore très très développée en France. C'est clair. C'est quoi l'élément déclencheur qui fait qu'on passe de buveur de bière à brasseur de bière? Surtout à l'échelle professionnelle, on va dire. Sur le plan professionnel? Le plan pro, ouais, parce que j'imagine que vous êtes passé par le Brassam comme beaucoup de brasseurs. Exactement. Ouais, nous, c'est vrai que le cheminement, c'était plutôt on brassait en amateur. T'étais pas dans le cadre, Victor. Regarde. Je sais pas, tu me dis si je suis. Si vous êtes parfaitement dans le cadre. Je me vois pas très bien. Non. Et au départ, il n'y avait pas du tout de plan, on va dire, pour passer pro. C'est on brassait. En Brassam, moi, ça faisait 4 ans à peu près que je brassais
de mon côté, Victor pareil. Pareil. Et l'idée, c'était comme tout Brassam, c'est de brasser des styles qui nous éclatent, de comprendre un peu comment ça marche. Ça a commencé comme ça. Moi, je me souviens, c'était un kit, c'était un clone. Je voulais faire un clone de Punk IPA parce que la Punk IPA, c'est un peu comme beaucoup de gens, je pense, un peu ma petite Madeleine. Et donc, du coup, c'était une IPA single. Pour le coup, c'était une single up Citra, donc c'est pas exactement la Punk IPA. Et puis, en fait, la première fois que tu ouvres un sachet de houblon, que tu sens surtout le Citra, qui est quand même vraiment le modèle du punch aromatique. Et puis, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, ça a gradé sur la cuisinière avec des petites casseroles. Et puis ensuite, avec Léo, on s'est revu sur Dijon. Lui brassait sur une cuve plus grosse. Et puis voilà, ça avance. Et puis est venu un jour, je sais plus, ça devait être en 2018, je crois, quelque chose comme ça, où on se buvait justement une bonne bière dans le jardin de chez Léo. Et puis voilà, professionnellement, on était tous les deux à un moment où on avait envie de changer. De faire pour moi, et je pense que pour toi aussi Léo, de faire quelque chose qui avait du sens. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la passion, mais du coup j'avais besoin de ça pour avancer. Et puis tout s'est bien aligné parce que finalement on était tous les deux dans le même état d'esprit. Et puis voilà, les choses ont évolué, on a réussi à se mettre à fond dedans en 2019 quoi. Mais ça a commencé avec le Brassin. Ouais, parce que du coup la brasserie elle est vraiment très récente. Exactement. On a fait nos premiers batchs, on a brassé en décembre. Ils sont sortis en janvier. Donc les premiers batchs, il me semble que c'était la semaine du 9 ou du 10. Donc c'était vraiment, c'est tout jeune. Ouais. Les gens sont un peu surpris quand on leur dit ça, mais ouais, on est encore tout bébé. Ouais. On va dire la brasserie en tant que entité commerciale a été créée en 2020, tout le temps de s'installer. Après c'est parti début 2021 pour les premières releases du coup. Exactement. Ouais, c'est ça. Et du coup, Léo, tu peux peut-être en parler. C'est à la base, en fait, on ne devait pas commencer comme ça. Ouais, à la base, en fait, nous, au départ, on avait prévu le truc pour faire ouvrir un brewpub en plein centre-ville de Dijon. Donc voilà, on a pas mal regardé pour des locaux. Donc dans ce sens-là, c'était fin 2019, début 2020. On a failli se mettre d'accord d'ailleurs sur un local tout début 2020. Ça s'est pas fait. Et finalement, heureusement, parce qu'un mois plus tard, tout était fermé, confinement. Ouais. Et depuis, on a vraiment revu le projet pour être, on va dire, une brasserie plus classique, en tout cas, sur le niveau de la distribution. Oui, parce que lancer une brasserie en période Covid, c'est pas simple. Alors un brewpub... brewpub, c'était... Voilà, mais oui, en plus, on n'aurait même pas pu se lancer. Enfin, c'était un peu mort dans l'œuf, quoi. C'était un peu chaud, donc finalement, on a eu plutôt de la chance. Et puis on a eu aussi de la chance parce que du coup, pour donner un peu plus de contexte aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que en fait là actuellement, si vous le voyez, on est dans la brasserie Independent House, donc qui est une brasserie à Longwy à côté de Dijon, vraiment collée à Dijon. Donc c'est Fabien qui on fait coucou d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est connecté. Fabien qu'on avait déjà rencontré avant, qu'on connaissait déjà un petit peu, et on a finalement réussi à trouver un accord ensemble. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que on brasse sur son matériel, donc il nous loue comme une brasserie en gypsy, mais on a nos fermenteurs qui sont là. On a 3 fermenteurs, ce qui nous permet d'être indépendant vis-à-vis de lui et puis de pas lui prendre d'espace de fermentation. Puis de notre point de vue aussi, ça nous permet vraiment de faire ce qu'on veut, notamment sur les houblons où il y a pas mal de contraintes, notamment sur l'oxydation, etc. On en reparlera plus tard. Donc là, vous êtes parti pour rester chez Independent House pour une petite période, ou c'est, on va dire, une phase transitoire en attendant de vous installer En fait, l'idée c'était pour le lancement. Pour le lancement, c'était plus flexible parce qu'on savait pas comment et on sait toujours pas comment on va vraiment évoluer la situation. Mais en tout cas, c'était pour les premiers mois de lancement, c'était ça qui était prévu. Alors à côté, on brasse aussi un petit peu dans le Jura, donc c'est un vigneron qui a une salle à brasser. Donc on a fait 2-3 batchs chez lui. Bon, on va brasser chez lui demain aussi. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une production, des volumes de production un peu plus importants. Et l'idée, c'est qu'on continue comme ça avec Fabien qui va déménager là pendant quelques mois encore. On va continuer avec lui dans son nouveau local. Et nous, là, on est en train de rechercher. Alors, en ce moment, on cherche un local. Du coup, on veut faire notre lieu de prod avec une taproom. Ça, c'est un truc qui est hyper important parce que c'était la base de notre plan. À la base, c'était vraiment de faire la dégustation sur place et de miser dessus pour plein de raisons, mais on pourra y revenir aussi. Donc c'est d'avoir une taproom pour accueillir un peu de gens quand même, et puis d'avoir de l'espace pour la prod, pour des barriques, pour plein d'autres projets aussi qu'on a en tête.
Je profite juste de faire un petit break pour les personnes qui écoutent l'épisode en podcast audio pour leur dire qu'en fait on fait un enregistrement en live sur Twitch. Donc moi j'ai préparé un petit peu mon épisode avec quelques questions, mais il est possible qu'on ait des questions qui viennent du chat. Donc voilà, peut-être que l'épisode deviendra un peu interactif. Je rebondis sur ce que vous disiez. Là, votre salle de brassage, c'est quoi? C'est combien? Vous êtes sur combien d'hectolitres? Alors Pierre, on peut peut-être déplacer, on peut peut-être vous montrer, parce qu'il se trouve qu'on est juste à côté, parce qu'on est dans un petit espace. Donc, hop, là derrière, il y a la bâche à eau chaude. En fait, on est sur une machine, c'est une PBC, enfin c'est la salle à brassée de Fab. Donc derrière, là, une petite cuve d'empâtage. Là, en termes de capacité, là, c'est les buts. En termes de capacité, on peut faire par batch à peu près 6-7 hectos sur une pale ale, par exemple, et 4-5 hectos sur une bière un peu plus forte. Après, on peut aussi faire du double brassin, donc on va dire entre 5 et 10 hectos à peu près par batch. Sachant que de toute façon, nous, nos fermenteurs, on est limité, on a un 10 hectos qui est juste derrière, là, le grand. Ok, Au premier plan. Et on a 2-5 hectos qui sont juste à côté, donc ouais, on fonctionne là-dessus pour l'instant. D'ailleurs, c'est pas compliqué de brasser une Pilsner quand on a que 3 fermenteurs? Ah ben justement, c'est la Pilsner, on l'a faite dans le Jura justement parce que alors déjà il a une eau dans le coin mais qui est juste parfaite pour la Pilsner, c'est vraiment un plaisir. Et effectivement ce genre de bière qui a besoin d'un long temps de conditionnement à froid, un long temps de lagering entre guillemets, c'est le genre d'endroit où là on en fait aussi par 10 hectolitres, mais au moins on sait qu'il n'y a pas la pression il faut vider le fermenteur, on lui laisse le temps de tranquillement se conditionner. Ici, on fait surtout les houblons. On fait les houblons, ouais. D'accord. Et les sour. En tout cas, la Pilsner, vraiment super agréable à boire, très bien faite. Enfin, tout ce qu'on demande d'une Pilsner, quoi. C'est frais, aromatique, floral, assez, comment, je sais pas comment on exprimerait ça en français, le côté crisp de la Pilsner très céréalier. Et en fait, on est sur un épisode tellement interactif que dans le chat, il y a des personnes qui me disent qu'ils boivent la Pilsner en même temps que nous. Mais non, c'est génial. On a Hopjuice qui nous dit que cette Pilsner est magique. Ah, ça fait trop plaisir parce que en vrai cette Pilsner on l'a faite vraiment plus par kiff personnel, c'est-à-dire que on voyait les tendances de la craft et on voyait pas beaucoup de Pilsner et on s'est dit c'est quand même dommage parce que c'est des styles de bière qui sont quand même super. En fait il y a très peu de styles qui sont aussi simples et en même temps difficiles à faire et en même temps c'est un peu la bière ultime en rentrant du boulot. Tu fais ça fait 5 degrés, 5,5 degrés et c'est désaltérant, c'est frais, c'est vraiment je trouve que c'est un style vraiment qui mérite à remonter un petit peu en puissance. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Coiffe Magazine qui a fait un article là-dessus il n'y a pas longtemps et sa vision je trouve est très bonne. Les houblons c'est bien, mais voilà, des fois il faut revenir un peu aux bases et au plaisir simple, si je puis dire. J'ai l'impression que les Pilsner, les lagers, c'est un petit peu le fantasme de certains beer geeks qui, comme quoi justement régulièrement nous disent la prochaine mode de la craft c'est la Pils, mais j'ai l'impression que c'est un peu une phrase qu'on entend depuis des années et au final... 4 ans, c'est ça, tous les ans ça revient. Et au final les gens ont du mal à sortir du houblon quand même. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis finalement, c'était peut-être pas trop mal, c'est pas plus mal parce qu'au moins, voilà, si on peut commencer à trouver des petites pils locales bien faites et tout, c'est cool. Après, s'il n'y a pas une grosse hype, en vrai, on s'en fout un peu. L'important, c'est que ce soit bon et puis qu'on en trouve. Et puis que voilà, ce soit un style qui vive avec les autres styles aussi. C'est vrai que c'est un style qui est assez peu représenté dans le milieu de la craft et c'est tant mieux que certaines brasseries artisanales s'y intéressent parce que c'est pas un style qu'il faut laisser uniquement aux industriels. Il faut montrer un peu aux gens que la Pils peut vivre aussi via le milieu artisanal, que ce n'est pas qu'une bière de production en grand volume. C'est ça. Et puis mine de rien, quand tu goûtes, tout le monde s'est un peu fait le palais malheureusement sur des pils industriels. Et en fait, quand tu goûtes, par exemple, tu es en République tchèque, quand tu as le vrai service avec le vrai bec, avec la vraie mousse, et que tu as une pilsner non pasteurisée, fraîche, et là, tu te dis ah oui, non, en fait, ça a vraiment rien à voir, quoi. Ça a vraiment rien à voir. Et d'ailleurs, on a trop hâte aussi de pouvoir la servir à la pression, parce qu'on voudrait aussi
pousser le service. Alors, il y en a qui parlent de slow pour pills, donc les pills qui sont versées lentement. C'est Bierstadt Lagerhaus qui fait ça aux US et je trouve que c'est assez sympa. C'est un peu comme, alors c'est un peu bizarre ce que je veux dire, c'est un peu comme servir une Guinness dans le sens où c'est un service un peu lent, mais en même temps, voilà, il y a toute une petite cérémonie autour du truc qu'on trouve très cool. Et puis en vrai, la pizza a le temps de se réchauffer un petit peu, elle a un peu moins carbo, du coup, le malt ressort plus. Donc ça fait partie des trucs qu'on aimerait vraiment faire dans notre taproom notamment. Et puis en festival, bien sûr. La taproom, il y a une date idéale, parce que j'imagine que les prévisions, là, c'est compliqué, mais... Ouais. Bon, l'idéal serait demain, demain 11. Ouais, demain, là, c'est ça, on est en train de concasser, mais demain c'est bon. Non, enfin, fin de l'année, ce serait cool. On se donne un objectif, là, on est en avril, on sait que ça peut prendre beaucoup de temps, mais ouais, ce serait vraiment cool que fin de l'année, on puisse ouvrir tout ça, et puis en pouvoir proposer aussi nos bières à plus de gens, parce qu'on est un peu frustrés, parce que voilà, on ne produit pas énormément, donc on est vraiment obligé de dispatcher ça à droite à gauche, et on a envie que plus de gens puissent goûter, mais on remercie d'ailleurs tous les cavistes et les bars qui soient à Dijon, à Besançon, à Paris ou ailleurs qui ont rentré nos produits sans forcément nous connaître au départ, parce que ça nous a aussi permis de tout de suite sortir de notre cocon, donc on pense à eux. Ouais. C'est quelque chose sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode, mais c'est vrai que pour une brasserie qui est aussi jeune, on vous a déjà vu un peu partout, je trouve, en tout cas sur les réseaux sociaux, et on en a pas mal entendu parler. Donc on reviendra un petit peu dessus plus tard, sur quelle était votre méthode là-dessus. Donc là, actuellement, vous êtes installé chez Independent House, donc c'est en banlieue de Dijon, c'est ça? Vous êtes proche de Dijon? C'est Dijon. C'est Dijon même? C'est vraiment... Okay. Et la taproom, vous avez projet plutôt de l'installer dans Dijon même? Non, a priori, ce sera plutôt en périphérie parce que dans Dijon, il y a relativement peu d'endroits où le local est assez grand et potentiellement adapté. Puis, il y a aussi bien sûr une question de coût parce que, mine de rien, on a quand même pas trop de sous. Donc, on fait avec nos moyens et donc, du coup, ça veut dire en dehors de Dijon. Mais ouais, on va essayer de trouver un endroit qui soit sympa et qui soit suffisamment grand pour qu'on puisse y rester un petit peu. Yes. Alors, question que je me pose, c'est d'où il vient le nom de la brasserie 90 BPM Brewing Co. Une question qui Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et la réponse est vraiment toute bête. Donc BPM en fait c'est le nom de famille, c'est pas mal de noms de famille, donc Bûcher, Petit Méchant. Et 90 c'est notre année de naissance. Et aussi un gros rapport à la musique parce qu'on est tous les deux musiciens. Et on s'est rencontrés d'ailleurs comme ça. On avait un groupe au lycée il y a 15 ans. Donc voilà, c'est un clin d'œil à ça. Et puis bon, après, on n'a pas non plus à chercher 1000 explications. Le nom est, on va dire, simple. Il n'était pas pris, donc on s'est dit. C'est ça, exactement. Forcément, j'aurais jamais imaginé ça. Il y a toute une thématique aussi autour un peu rétro, autour des années 90, années 2000, qui se retrouve un peu dans toutes nos bières. Donc, ouais, c'est aussi une intention de voilà, c'est nous, je sais qu'on est très clients de ce genre de trucs. On est constamment en train de faire des vannes un peu pourries et on essaie de le retranscrire un peu sur nos étiquettes, nos canettes pour que les gens puissent se marrer. Le nom de la Pilsner. Donc, ouais, voilà. Chitten Dashnitten qui vient donc de François Pérusse, les Dominiques du Peuple, je pense, qui ont bercé pas mal de personnes de notre génération. Exactement, ouais. Parce que moi, je suis de 89, donc je pense qu'on a vécu à peu près Moi, c'était chargé dans mon lecteur MP3 quand j'étais au collège, j'écoutais ça en boucle. Exactement. Entre deux épisodes du Donjon de Navelbuck. Exactement. C'est ça. Et alors, pourquoi le logo représente un ours polaire? Ça c'est aussi simple à répondre. Hein. En fait, cet ours polaire, c'est pour tous les noms dijonnais, parce qu'effectivement, c'est pas hyper connu hors de Dijon. En fait, c'est l'ours pompon qui est un peu l'emblème. On dirait il y a la chouette à Dijon, mais il y a aussi l'ours pompon qui est en fait une œuvre d'un sculpteur de François Pompon, donc un sculpteur, on va dire, de la région, qui est assez connu dans le coin. Et il y a donc au milieu du plus grand, enfin du parc principal, on va dire, de la ville, il y a une grosse sculpture de cet ours polaire. Et donc voilà, on s'est inspiré de ça, effectivement. Puis ça fait un petit clin d'œil aussi à l'ours californien, parce qu'on est quand même hyper inspiré de ce qui se fait là-bas, justement parce qu'on en parlait tout à l'heure du fait que de mon côté j'ai découvert la craft là-bas, et puis j'y retourne encore de temps en temps. J'ai mon frère qui habite là-bas et tout, et on s'est dit tiens, c'est cool, il y a le côté un peu local on veut quand même être ancré dans le fait qu'on est de Dijon et on veut le montrer, mais aussi dans le fait que voilà,
on regarde un petit peu du côté des États-Unis, les States. Dans le chat, là, on nous dit que 90 BPM, c'est un petit peu lent comme tempo pour du métal. Ah oui, c'est très vrai. On n'a pas choisi notre année de naissance. Si on pouvait être né en 180, ouais. ça serait bien. Mais bon, c'est pas grave, on fera des doubles croches à la double pédale et ça ira très bien. Bon, une Pilsner, c'est très facile à boire, donc moi, j'en ai plus. Je vais passer sur une deuxième potion magique, ce coup-ci. Alors, tu veux commencer? J'ai la numéro 2 là dans les mains. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, je te conseillerais peut-être de commencer par la 1. Il faudrait que j'aille la chercher au frigo dans ce cas-là. Ah bah non, parce que la 2 ressort un peu plus sweet que la 1, elle est un peu plus sucrée, mais après, les deux... Ouais, vas-y, de toute façon, on va te suivre, je crois qu'on en a au frigo. Je vais pas pouvoir vous boire toute la gamme non plus pendant l'épisode, sinon... Ah bah non, sinon je pense qu'on va... Donc je vais faire un choix. Vous me conseillez de prendre plutôt la 1 que la 2 ? Non, en vrai, c'est comme tu veux, ça dépend s'il y a des houblons qui te parlent plus. Alors là, la 2, on est sur Citra Galaxy Eldorado. Tu peux me rappeler ce que c'est la première ? La première, c'est Citra Mosaic Simcoe, c'est le trio gagnant. Alors moi, après, je sais pas, Léo, laquelle tu préfères. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent la 2, il y en a qui préfèrent la 1. Moi, je préfère la 1. Moi, je préfère la 1 aussi. Bon, bah, je vais vous accompagner sur la 1. Après, elles se voient, comme on dit. Non, je vais vous accompagner sur la 1. Je vais juste aller la chercher au frais. Et pendant ce temps-là, je vous laisse présenter la potion magique en solo. Je vous laisse la scène. Moi, je vais chercher. Léo, je te laisse tout seul, tu te démerdes. Voilà. Merci, Léo. On va s'éclater, attention. Non, mais cette bière, donc la potion magique 2, c'est donc une variante de la potion magique première du nom. En fait, on a la même base maltais, à peu près, quasiment, et on a fait une variation sur les houblons. Du coup, ici. Magie. Du coup, celle-ci, donc, c'est Citra Galaxy Simcoe. Citra Mosaic. Non, pardon. C'est la 1 là, que j'ai présenté la 2. Ah non. Oubliez ce que j'ai dit. C'est bien, tu peux représenter la 1, comme ça j'entendrai tout ce que tu dis. Bon, la 2 est excellente, mais la 1 est bonne aussi. Non, alors la potion magique 1, donc c'est une New England IPA avec une grosse base d'avoine pour la texture. Beaucoup d'avoine, ouais. Beaucoup d'avoine, ouais. Il y a plus de 50% d'avoine dans la recette. Donc, je sais pas s'il y a des brasseurs amateurs qui nous écoutent, mais je pense qu'ils doivent comprendre la douleur de la filtration quand on fait 50% d'avoine. Et je peux vous dire qu'avec notre petite cuve manuelle sans malaxeur, on doit faire les bras de notre corps pour qu'elle se fasse, mais au moins c'est ce qui apporte la texture, je pense vraiment onctueuse. Alors je suis en train de regarder du coup la liste des ingrédients et je vois quelque chose d'intéressant. Graines de coriandre. Et oui, tout à fait. C'est le petit twist. C'est le petit twist, effectivement, on aime bien parce que ça, c'est pas mal de tests qu'on a fait en fait en homebrew, et puis c'est un truc, les graines de coriandre, donc c'est assez intéressant, ça va rajouter une note un petit peu acidulée qu'on trouve assez sympa, et puis ça va apporter pas mal de géraniol qui va être ensuite biotransformé par des levures. Donc voilà, c'est un truc assez intéressant aromatiquement et qui va venir vraiment, on va dire, en support du houblon aussi. Voilà. Très bien. Bon, est-ce qu'elle parle une langue particulière quand on l'ouvre, celle-ci ? On n'a pas entendu. On n'a pas entendu, désolé. Est-ce qu'elle parle une langue particulière quand on l'ouvre ? Le gaulois, j'imagine. Le gaulois ? Moi, j'ai pas entendu, donc je sais pas. Je traduis. Est-ce qu'elle parle une langue particulière ? Ah, et oui, c'est vrai. Oui, le gaulois, c'est très bien. Ouais, très bonne réponse. Eh ben allez, c'est parti pour moi. Allez, go. Bon, vas-y. C'est pas fini. Bah ouais, mais... Faut essayer, hein. Donc là, la carbo est plutôt fine. On aime bien avoir des bulles qui soient plutôt légères sur ce style-là, parce que ça contribue à la sensation, ce qu'on appelle le mouthfeel, donc vraiment le côté un peu gras enveloppant de la NEIPA. Donc ce côté un peu onctueux, c'est vraiment l'avoine, ça va être la carbo, ça va être aussi le type de levure qu'on va utiliser, mais là ici on est sur une Kvike qui est un peu notre spécialité, donc c'est un type de levure spéciale, mais on reviendra aussi dessus tout à l'heure. Peut-être que tu as préparé des questions à ce sujet. Et puis aussi un petit peu les sucres résiduels, même si on n'aime pas trop avoir des bières avec trop de sucre résiduel, parce qu'on considère que voilà, le gras on peut l'avoir avec d'autres moyens que le sucre résiduel. Du coup j'imagine que ça brasse sans lactose, sans maltodextrine ou ce genre de choses.
Alors sans lactose, oui. Ça, je pense, c'est un ingrédient qu'on utilisera peut-être. On va l'utiliser, on l'utilise un petit peu plutôt dans les stouts, enfin dans les imperial stouts, des choses comme ça. Oui, bien sûr. On trouve que dans les houblons, genre une milkshake IPA par exemple, ça nous a jamais trop parlé. Et ouais, maltodextrine, on peut l'utiliser de temps en temps en très légère touche pour amener un tout petit peu de rondeur. Mais c'est pareil, il faut vraiment doser ça parce que ça peut vite finir en jus de sucre. C'est vrai qu'on est plus fan de la texture apportée par les protéines, donc Bien sûr. par l'avoine, par le blé, que ce soit maltais ou non maltais. Donc, ouais, on essaie de plutôt jouer là-dessus plutôt que sur le sucre non fermenté qu'on pourrait rajouter. Ouais, parce que les gens qui me suivent depuis un petit bout de temps, normalement, ils savent que moi, la maltodextrine, j'aime pas trop ça. Et c'est surtout ce qui fait que j'ai une préférence souvent pour des IPA françaises, alors que les américaines, que tout le monde en sens, j'ai toujours un peu de mal. Et je trouve qu'elles ont ce côté. C'est peut-être moi qui me fais une idée, mais je retrouve qu'il ressort pas mal en bouche l'utilisation de la maltodextrine. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un peu comme le lactose, peut-être un peu moins fort, mais Ouais. une fois que tu le détectes, en fait, tu peux vite le retrouver et il faut vraiment l'utiliser de manière très très légère. Et effectivement, nous, on préfère aller chercher le sucre directement issu de ton type de malt et de ta température d'empâtage. Et c'est pareil sur les stouts. Là, maintenant, sur l'Imperial Stout, on peut malheureusement pas le brasser avec 100% de malt et on met un petit peu de maltodextrine parce qu'on peut pas atteindre la densité qu'on veut avec le matériel actuel. Mais à terme, c'est pareil, aller chercher uniquement le sucre des maltes, c'est vraiment un truc, je pense qu'en termes d'intensité, c'est plus intéressant que de devoir utiliser des maltodextrines ou du lactose. En tout cas, c'est très très bon ça. Ah, bah écoute. Moi, Léo, non, tu veux goûter Non, c'est vraiment exactement ce que je cherche dans une IPA ou une IPA vraiment ronde, aromatique. En effet, il y a pas mal de corps, il y a une belle épaisseur. Et ouais, au niveau de l'aromatique, c'est vraiment très très sympa. On trouve bien les agrumes, un peu fruits tropicaux, ouais, légèrement. Il y a clairement les agrumes qui sont devant, après un petit côté ananas et une petite acidité aussi, légère. Ah ben tiens, j'allais y venir, la petite acidité, justement, c'est marrant que tu l'aies détecté, parce que pour le coup, ça c'est vraiment la signature un peu à la fois coriandre et aussi la souche de levure qu'on utilise, Surtout qui est peut-être même encore plus la souche de levure. Et ce qui est sympa avec cette souche-là, c'est une souche qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle la Voss, qui est la souche de Kveik la plus connue, entre guillemets, parmi les brasseurs amateurs et les brasseurs pros. Et c'est une levure, en fait, qui a plusieurs caractéristiques. Alors, elle a déjà du coup cette signature vraiment aromatique qui est celle de la pelure d'orange. Alors on le sent moins sur la potion magique, on le sent beaucoup plus sur la trilogie du samedi qui est la triple IPA que malheureusement on n'a plus, donc on va refaire vite, ou ce côté un peu orange confite que nous on adore, et ce petit finish un peu acide qui du coup nous on aime bien parce que ça casse un petit peu le sucre et ça va juste rafraîchir un petit peu le palais derrière, et on l'utilise beaucoup cette levure là. Alors après on en a testé beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Voss différentes et nous on utilise celle de chez Omega East Labs qui est aux US, donc on l'a fait venir de là-bas et c'est la seule qu'on ait trouvée vraiment avec ce petit finish cool. Ouais. Non, mais ça c'est très cool, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les IPA, avoir une petite pointe d'acidité qui vient un petit peu casser ce côté des fois trop sucré, ça vient bien équilibrer. Et ouais, je sais que c'est pas le cas de tout le monde n'aime pas forcément ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je suis content de retrouver ça là-dedans. Cool, trop cool. Alors, vu qu'on parle un petit peu des bières, on va continuer un petit peu en présentant votre gamme. Parce que vous avez une gamme qui est assez large. Bon, on a vu de la Pilsner, là on a vu une IPA, mais vous avez aussi bien des Imperial Stout, Berliner Weisse, la Tipa dont tu as parlé. Voilà, il y a quand même une gamme qui est déjà assez large pour une brasserie qui s'est lancée il y a que 3 ou 4 mois. C'est quoi le projet? C'est de garder un peu toutes ces bières-là en permanent? Vous allez avoir des recettes qui vont tourner? Ouais, en fait, c'est une fausse gamme dans le sens où, enfin, une fausse gamme permanente dans le sens où elle n'est pas permanente. Justement, nous, l'idée, c'est que ça tourne pas mal. Alors, il y a quelques recettes, je pense, la potion magique, la Pchitan Dashmitten, la Dijon Yakima, je pense, c'est des recettes qu'on va faire, qu'on va avoir quasiment tout le temps en stock. Enfin, on va essayer. Mais par contre, l'idée, voilà, on l'a vu, nous, on a imaginé cette gamme en essayant de en se disant, on va pas forcément chercher à tout avoir en permanence en stock. On va faire tourner. Et puis, en fait, on va surtout introduire, on va en sortir pas mal ces prochains temps. On va sortir des nouvelles bières qui seront hors gamme,
donc des one-shots ou alors des nouvelles petites, comment dire, variations, ouais, ou des mini-gammes dans des gammes. Donc voilà, l'idée de la brasserie à la base, c'était de brasser beaucoup de styles différents, de sortir pas mal de bières différentes. Et voilà. En fait, c'est ça, de faire des styles qui nous plaisent et qui aussi puissent refléter les différents aspects qu'on peut avoir dans la bière. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as des brasseries qui vont faire beaucoup de houblon, t'en as d'autres qui vont faire des styles plus tradis, etc. Et nous, on veut vraiment essayer d'avoir donc, du coup, cette fausse gamme, mais c'est essayer d'avoir au moins tout le temps 7 ou 8 rêves qui représentent un peu toutes les facettes un peu classiques de la craft. Et donc, du coup, ouais, on a du malt avec la Pilsner et le mazout, on a du houblon, on va avoir du fruit avec des sours, et on essaie de faire des trucs qui nous plaisent et qu'on veut faire découvrir aux gens. Sur votre page Untapped, dans la description de la brasserie, on peut lire que vous êtes spécialisé dans la Gvik, les lagers et les bières de fermentation mixte. La Kvike. La Kvike, oui, excusez-moi. Alors oui, ça peut sembler être un peu tous les types de bières, parce que c'est vrai qu'il manque juste les ales. En même temps, on n'arrive pas à se priver de certaines choses. En vrai, on aime tout, donc on aime tout, on a envie de brasser, tout. Quasiment tout, on a envie de brasser plein de trucs, donc voilà, c'est vrai que vous ne voulez pas non plus se fermer trop de portes. Et tu parlais de fermentation mixte, du coup, exactement, je pense que tu voulais y venir. D'ailleurs, je sais pas si on va voir, je vais tourner la caméra, désolé pour ceux qui sont en podcast. Tout à l'heure, on a vu quelques barriques, on voit des barriques, alors on manque de place ici parce que forcément, c'était pas fait pour deux brasseries, de toute façon, le déménagement est imminent. Mais on a quelques barriques là, et c'est vraiment un truc qu'on veut vraiment pousser très vite. En fait, on a la chance d'être dans une région quand même assez dynamique du point de vue du vin. Donc on a quand même accès à des barriques dans le coin qui sont vraiment cool. Donc là, on a pas mal de trucs qui sont en barrique, qui attendent un peu dans tous les styles. Forcément, on va avoir la version barriquée de l'Imperial Stout qui est en ce moment en barrique de Bourbon. Donc on a 2 barriques de Bourbon, une de Buffalo Trace et une de Georges Rémus qui est un Bourbon avec pas mal de seigle, donc qui attendent gentiment. Et puis après, pas mal d'autres trucs, beaucoup de fûts de la Côte de Nuit, parce qu'on a un copain qui est vigneron à Nuit-Saint-Georges, un copain de Léo. Donc on a des fûts de Nuit-Saint-Georges, du Faune Romanée, on a pas mal de choses. Et donc voilà, là on a une Belgiane Quad en fût de Nuit-Saint-Georges, on a une Raw Ale, donc une bière crue sans ébullition, avec des copeaux de chêne de Douglas, plein de trucs un peu bizarres. Et puis forcément des macérations sur des fruits aussi. Donc voilà. Vous avez déjà pas mal de choses qui sont en préparation, ça annonce des trucs sympas. Bah écoute, on espère. Bon, le problème, c'est que ça, c'est pas le genre de choses que tu peux sortir quand t'as 3 mois d'ancienneté. Exactement. On a même d'ailleurs commencé à brasser des trucs barriqués avant de brasser les trucs classiques. Notre premier brassin, c'est une collab, un Imperial Stout barriqué qui lui sortira, je pense, dans pas trop longtemps, je pense peut-être cet été. Collaboration avec Independent House. Avec Fabien d'Independent House, donc un pastry stout en barrique de ex-cognac, mais qui a contenu de la liqueur de vanille. Donc du coup, ça va être, si tout va bien, ça va être bien gourmand, bien vanillé. Et puis c'est assez original. Liqueur de vanille, c'est pas quelque chose que tu vois régulièrement dans les barrel aged qu'on peut trouver chez les autres brasseries. Ça peut être sympa. Carrément. Du coup, toutes ces bières-là qui sont actuellement en barrique, outre la collab dont on vient de parler, c'est des choses qu'on pourrait attendre pour quel horizon ? Alors c'est un peu les barriques qui vont décider ça. On va leur laisser le temps. Bien sûr, nous, on aimerait bien que ce soit pour la fin de l'année. Parce que il y aura potentiellement le lancement de la taproom, la brasserie. On a aussi prévu de faire un crowdfunding pour notre développement, etc. Donc on aimerait bien pouvoir offrir et vendre aussi des bouteilles vraiment de nos premiers batchs barriqués à ce moment-là. Donc voilà, on verra. Ce sera soit à fin de l'année, soit début de l'année prochaine. Puis on a aussi une autre barriquée qui est en collab avec Simon d'Ammonite, qu'on a brassé chez lui en décembre. D'ailleurs, on le salue, Simon, qui est un mec adorable, qui fait des bières. Il est quand même plutôt connu, le Loustic, maintenant. Il est bien connu de nos services aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un mec qu'on a rencontré un peu par hasard à Dijon il y a quelques temps. Et le courant est très bien passé. Il a été super sympa de nous accueillir avant même Enfin, si, il avait déjà goûté nos homebrew, mais il n'avait jamais goûté nos trucs. Voilà. Donc ça, on a trop hâte aussi. C'est une bière qui est en fût de mercuray blanc et qui a été
refroidi dans un tronc de griotier. Enfin, c'est un truc complètement perché aussi, mais ça va être marrant. Je crois que j'ai vu passer ça, ouais. Ouais, il y a ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu que vous mettiez aussi pas mal en avant du coup vos origines bourguignonnes, en tout cas pour la brasserie qui est implantée à Dijon. Est-ce que vous avez... En fait, là, on voit actuellement la première release, c'est des bières un peu craft mais modernes. On est sur de la canette. Est-ce que vous avez un peu un positionnement qui peut être entre modernité et terroir ? Bon, je pense que c'est pas incompatible en vrai. Et en fait, le terroir, on va surtout le voir sur les barriquets. Parce que, alors déjà, comme on se disait à l'instant, sur les fûts, il y a déjà une notion de terroir. Puis après, je pense que la notion de terroir, tu peux l'avoir sur le malt. On a quelques maltes locaux. Alors, on a du mal à sourcer en local, mais on cherche vraiment à développer ça. Et du coup, plus pour les barriquets, on a notre blé, par exemple, qui vient de Saint-Philibert, à côté de Gevrey-Chambertin. Et puis ouais, dans le malt, il y a la partie levure aussi. On prélève de la levure sauvage, donc on est en train de chercher des souches de levure qui puissent un peu traduire cette notion de terroir là aussi. Et puis enfin, bien sûr, le houblon, même si dans les barriquets c'est pas forcément la star, ça peut l'être aussi. Mais et on a 2-3 coins du côté du nord-est de Dijon où ils font pousser du houblon. Donc voilà, je pense que sur les barriques, on pourra aller chercher le terroir. Ouais, de cette manière. Je pense que le terroir, au niveau de la brasserie, on va le retrouver surtout effectivement dans les barriques qu'on va utiliser, puis ouais, dans l'image de la brasserie aussi. C'est vrai que c'est un truc qui nous tient à cœur. Ce qui nous tient à cœur, c'est on vient de Bourgogne, on est content, et puis bon, on veut aussi jouer là-dessus, quoi. D'ailleurs, les barriquets seront en bouteille, hein, enfin la plupart, pas toutes. Mais... J'imagine, mais justement, ça me fait une petite transition. Par rapport ouais, c'est parfait, niveau du contenant, tu vois. Il y a encore quelques mois, quand je parlais avec des brasseries, des brasseurs, je leur demandais en général pourquoi ils avaient fait le choix de la canette. Maintenant, c'est devenu un peu un acquis et on sait que dans la craft, la canette, c'est un peu devenu la norme. Par contre, la norme dans la canette, c'est un peu devenu plutôt la 44 centilitres. Et vous êtes sur de la 33. Est-ce que c'est un choix volontaire et pourquoi ? Tu veux que je réponde Vas-y. Allez. Ouais, c'est un choix complètement volontaire. C'est effectivement un peu à contre-courant des 44. Il y a deux grandes raisons. La première, c'est déjà par rapport au côté accessible de la craft. En fait, on s'est un peu trop, à mon goût, habitué, et je pense au goût de Léo aussi, on était assez d'accord là-dessus, habitué aux canettes de 44 qui peuvent vite taper entre 8, 10, voire plus. Je suis le premier à en acheter, attention, mais en fait, il y a presque un petit problème dans le sens où c'est quand même, c'est quand même un budget, et nous, on veut des bières qui soient quand même accessibles, quoi. La plupart des copains avec qui on boit ça, ils y connaissent rien à la craft, et eux, ils veulent juste boire des trucs locaux qui soient bien faits. De base, c'est vrai que nous, on voulait être ancré dans le local, même au niveau de notre distribution. Donc, c'est vrai qu'à Dijon, je pense sortir directement des bières, du gros houblon en 44 avec une canne qui sort à 8 €, je pense que c'est compliqué, clairement. Ouais, donc ça c'est le premier point, c'est le côté vraiment accessible, et le 33 c'est un format où tu peux vraiment avoir des prix un peu plus doux pour quelqu'un qui connaît rien. Et puis le deuxième point, c'est un peu plus un côté pratique. C'est que vu qu'on a un petit site web qui nous permet d'expédier un peu partout en France, vu qu'on est en relativement peu distribué en dehors de quelques coins, et en fait ça nous permet d'avoir des colis qui soient standardisés, c'est-à-dire que en fait quand tu prends une bouteille de 33 centilitres long neck classique, en fait ça fait la même hauteur que 2 cannes de 33. Et ça, avec la 44, tu l'as pas. Et vu qu'on voulait faire à la fois un peu de bouteille sur les barriquets et de la canne, et on s'est dit, c'est cool, on pourra un peu avoir des colis d'expédition et des colis un peu simples et efficaces. Et donc ça permettait de résoudre aussi ce problème-là. Mais le point numéro 1, je pense, c'est vraiment le côté, le côté accessible et le côté un peu pas trop cher. C'est vrai que la 44 est devenue la norme dans la craft. On est habitué à consommer des 44, même comme on le disait, pour des petits pas à 10 degrés. Au final, je pense qu'on sera plusieurs à penser ça. C'est que c'est un format qui est quand même plus adapté au partage quand on est sur ce type de bière. Alors, ce qui est bien, c'est quand tu as de la 44, et avec deux potes, à 3, on boit une 44, on peut en goûter une deuxième d'un autre style, une autre brasserie. Après, c'est vrai que solo, ça commence à faire parfois un peu lourd, surtout qu'on est plus sur de la mode de bière très très riche en alcool. Ouais, les TIPA en 44, en général, la soirée est un peu floue après. Donc ouais, non, avec modération.
Je suis content en fait de voir que vous avez fait ce choix-là. Moi, je trouve que c'est un choix qui est intelligent. Personnellement, j'aime beaucoup en fait ce format-là. Et même pour une Pilsner, enfin voilà, ça reste un format qui est facile à consommer tout seul. Et bon, Exactement. Une Pilsner, Ouais, on aime c'est ça. Si exactement on veut, ça. on prend une deuxième. Ça, C'est ça, Alors- puis tu peux rentrer chez toi le soir et moi je sais que 2-3 fois tu rentres, j'avais une canne de 44, même une IPA à 6 degrés, tu vois. Tu dis, ouais, c'est quand même un peu trop, et puis en fait, ouais, c'est vrai qu'une petite canne de 33, 5-6 degrés, c'est bien, c'est pas trop, c'est pas assez, et puis si tu veux la partager, au pire du pire, t'en prends deux. Et puis oui, comme vous le disiez, il y a aussi ce côté plutôt financier qui rentre en jeu. Et quand t'as pas forcément encore dans ta fanbase un public geek, ouais, vendre de la canne 44 et donc qu'il y a un surcoût dû au volume, c'est vrai que c'est pas forcément C'est évident. ça. Même si techniquement ça coûte moins cher du point de vue du brasseur de faire de la canne de 44, donc nous ça nous coûte plus cher de faire du 33 que du 44. Sur le Forcément, conditionnement parce que, lui-même, c'est ça? sur l'achat de la canette, une canette 44, par rapport au centilitre, en fait, tu paieras moins cher si tu prends une 44 centilitres qu'une 33. Mais D'accord, ouais. après, l'important pour nous, c'est vraiment la personne qui va boire sa bière ou le caviste et que les deux puissent l'acheter à un prix qui est raisonnable. Après, on n'exclut pas de faire de la 44 sur certaines raids. Une fois de temps en temps, je veux dire, ça fait pas de mal. Mais Ouais. l'essentiel est en 33. Si vous pouvez vous permettre de faire les deux et d'avoir le choix entre de la 44 et de la 33, c'est vrai que vous pourrez faire de la 44 sur des styles qui sont plus adaptés et de la 33 C'est ça. sur d'autres. Ce qu'a fait Fauve il n'y a pas si longtemps, ils ont sorti la 44 et la 33. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Ils On a sortent vu leurs leur Imperial cahier l'autre Stout en jour, 33 par 33. exemple, donc forcément, oui, un Imperial Stout quand il sort à 11, 12, 13 degrés, c'est vrai que, Exactement, c'est plus intelligent de le mettre en 33. c'est clair. Bon, j'ai une autre question, on a déjà un petit peu parlé, mais on va peut-être développer un petit peu, c'est d'où vient l'inspiration des noms des bières? Voilà, Alors on a déjà eu on l'explication tient d'une pour ressource inépuisable qui s'appelle la connerie. On est plutôt fort. On est plutôt fort pour ça. On essaie de paraître un petit peu des gens normaux comme ça, mais je pense que si vous mettiez une caméra dans la brasserie la journée, vous dire mais c'est pas possible, mais qui sont ces gens? Et donc je pense qu'en fait c'est juste des trucs qui fusent tout le temps. Et en fait on note tout depuis 2 ans maintenant. Donc on a un carnet de notes complètement absurde avec des noms de bières, des tentatives de recettes, des trucs comme ça. Et en fait voilà, on essaie de, quand on en a un qui nous plaît, on essaie de pousser le concept à fond. Et puis vu que de base on aime bien jouer un peu avec les mots, tout ça, ça donne un peu ces trucs là. Et du coup c'est pas facile de sortir régulièrement des bières avec des nouveaux noms, parce que ça prend quand même du temps de trouver ces noms-là. Et du coup, des fois, on est là, on dit, on n'a pas encore de nom, merde, mais on finit toujours par trouver. D'ailleurs, il y en a une qui attend son nom encore. Voilà, vu qu'on savait pas comment on allait l'appeler, on l'a appelé la Yuri Jorka Hefeweizen. C'est pas du tout une Hefeweizen, mais c'est une double IPA. Ouais, alors, parce qu'on a vu là jusqu'à maintenant, on a parlé de la Pschitten Dashnitten. Oui. On a parlé, la potion magique, on a un nom qui est déjà un petit peu plus, on va dire, standard, plus traditionnel. Là, j'ai l'Imperial Stout qui s'appelle la Mazout, ne pas se jeter dedans. C'est vrai que là, on est sur quelque chose d'un peu loufoque. Mazout, on comprend, pourquoi ne pas se jeter dedans? Ça vient d'un film qu'on adore, et je pense que pas mal de monde auront la ref, c'est La Cité de la Peur. Évidemment. Donc c'est la scène d'introduction, qui est le faux film Red is Dead. D'ailleurs, il me semble que la brasserie Sainte-Crue avait fait une bière qui s'appelle Red is Dead, Ouais, j'ai bu il y a super longtemps, et ça m'est revenu l'autre jour, et voilà, fin de la parenthèse, pardon. Ouais, et donc ça vient de là, donc c'est le panneau avant que le méchant tombe dans le mazout. Enfin, retombe du coup. Et d'ailleurs, il tombe et ensuite il retombe dedans. On va probablement faire d'ailleurs Probablement, on va faire une variation sur cette bière qui s'appellera, attention, c'est une grosse annonce, ne pas retomber dedans. Ne pas se rejeter dedans. Non, ne pas se rejeter dedans. Il se trouve qu'en fait c'est celle qui est en barrique de Bourbon qui est juste à notre. Voilà. Et ouais. Il y a pas mal de monde qui nous a dit voilà, mais vous avez repompé le nom de c'était au Pirot. Ouais, alors d'ailleurs désolé. Qui avait fait la gamme des Mazout. C'est pas du tout intentionnel, on s'en est rendu compte après, en vrai dire. Et puis après c'est la Mazout, ne pas se jeter dedans, c'est-à-dire que c'est le nom global, il faut le voir comme ça. C'est pas la Mazout, c'est pas pareil. Pirot, c'est un peu la vie d'ailleurs, hein, Pirot. C'est une brasserie qu'on adore. Et voilà, on voulait pas. On nous a fait une fois la remarque, on s'est senti un peu con, mais c'est la Mazout, ne pas se jeter dedans. Chez les geeks, de toute façon, il est quand même assez admis qu'on appelle des Imperial Stout des pétroles.
Oui, voilà. Mazout, ça reste un Ça terme assez va. classique. Ouais, dans les autres noms, on avait la Berliner Weisse à la framboise qui s'appelait la Minitel Rose. Ouais, je pense que là c'est pareil, hein, référence à, à notre génération, on va dire. C'est Ouais, des choses c'est qu'on a ça. connues. Ouais. Et tout ce côté un peu rétro, technologique. Il y aura pas mal aussi de refs aux jeux vidéo. On n'en a pas trop fait pour l'instant, mais on en a plein en stock parce on est tous les deux des gros fans de jeux un peu rétro notamment. Voilà. Il va y avoir des trucs autour de la Nintendo, de la Dreamcast, bref, plein de choses comme ça. Donc effectivement, la Minitel Rose est complètement dans cet esprit aussi. Yes, trilogie du samedi, pareil, je pense que ça, on voit très bien à quoi ça référence. Alors par contre, je vois qu'il y avait une gauzeux au cassis noir, la confiture de l'espace. J'ai moins la ref là par contre. Alors, celle-là, elle est à la fois évidente et pas évidente. En fait, je pense que tu as dû voir ce film dans ta jeunesse avec Michael Jordan, les Looney Tunes, Les Space Jam, bah évidemment. Et voilà. Le mélange Voilà. dessin animé et film. Et vu qu'on est français, parce que les trucs américains ça va bien 2 secondes, bah, ça la confiture d'espace. Ah bah oui, mais non, mais ça fait sens maintenant que tu le dis. Voilà. Mais c'est une fois qu'on se le dit, ça semble évident, mais c'est vrai que comme ça, c'est pas évident. Donc, étant un peu amateur de basket, ça me faisait plaisir de glisser une petite ref aussi à notre cher Michael Jordan. Dans le chat, on nous demande à quand la choucroute interdite. Ah, pardon? Dans le chat, on demande à quand la choucroute interdite. En fait, il faudrait qu'on mette un panneau dans la brasserie choucroute interdite. Je pense ou dans la taproom, tiens. Merci, on le notera. Alors, moi, la suite, on va parler un petit peu Untapped. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce réseau social de Beer Geek. Moi, je vais te laisser répondre parce que j'en pense. Moi, je suis pas très impliqué dans Untapped et j'y porte pas trop d'importance, mais je pense que c'est quand même important. Et je vais te laisser compléter ça. Oui, ben c'est vrai que Untapped, c'est un truc en France. C'est vrai que depuis 2-3 ans, on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, de plus en plus de brasseries qui font attention. C'est aussi qu'il y a des cavistes qui regardent, qui heureusement ou pas heureusement, je sais pas, regarde un peu ça quand ils commandent. Donc c'est un peu à double tranchant. Je pense qu'à la base c'est un très bon outil parce que moi je sais que j'utilise depuis assez longtemps et je vois mes commentaires sur des notes d'il y a 7 ans. Enfin je vois des notes de 2014. Je me dis tiens par exemple IPA Citra Galactique Grand Paris, une des premières vraiment IPA, vraiment belles IPA françaises. Et je vois que en 2015, c'était mon IPA préféré et ça reste un petit peu aussi un de mes gros classiques. Et en fait, tu peux regarder un petit peu comment tes goûts évoluent. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment cool parce que vu que le craft, c'est vraiment un voyage et tu commences avec une bière et puis tu découvres et puis ça ne s'arrête jamais. Je pense que c'est bien d'un point de vue vraiment personnel pour voir un petit peu comment on évolue, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Je pense que c'est important d'essayer de mettre des notes aussi de dégustation quand on boit des trucs, même si quand tu te fais 15 canettes en un soir, alors attention, hein, il faut boire avec modération. Mais, la note de la 15e canette est peut-être moins précise. C'est plus dur de mettre des notes, mais des commentaires. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est bien. Après, c'est vrai qu'il y a l'effet, ce qu'on appelle un peu l'effet Pokédex. Je fais un petit clin d'œil à mon pote Matt Carbo, qui est une machine de guerre d'Untapped qui check-in plus vite que son ombre. Non, il y a vraiment un effet collectionneur qui est pour le coup un peu dommage, c'est-à-dire que les gens vont jamais boire 2 fois la même bière, alors que je veux dire une Punk IPA, t'en as une au frais, t'es content de la boire quand tu reviens du boulot, même si certes ça a un peu évolué depuis les 8 Brewdog et que voilà, il y a plein d'autres trucs. Mais voilà, il faut essayer de faire la part des choses et de se dire c'est un bon outil même pour choisir, voilà, parce que des fois on voit des brasseries qu'on connaît pas ou des bières qu'on connaît pas et ça peut aussi éviter de tomber sur des trucs qui sont pas bons parce que malheureusement ça peut arriver. Après voilà, les phénomènes inverses où les gens deviennent complètement fous pour une bière ou je sais pas quoi, Puis on sait aussi que sur Untapped il y a 2 styles qui sont entre guillemets un peu cheatés, c'est-à-dire que ça va être tout ce qui va être double NEIPA, triple NEIPA ou Imperial Stout barriqué, voilà. Donc demain tu veux ouvrir une brasserie, tu fais que des TIPA, des DIPA et des RIS, si tu les fais bien, ça va bien rouler pour toi, mais la bière c'est un peu plus que ça. Ouais. En fait, moi, Untapped, ça va faire le sujet d'un épisode prochain du podcast. Et en effet, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur Untapped, dans le top des brasseries françaises,
et surtout dans le top des bières françaises, il n'y a quasiment que des TIPA, des triple NEIPA et des Imperial Stout. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule bière qui doit être en dessous Que du des degré. Piggy. Il y a 3 brasseries, hein, c'est pas compliqué. Les meilleurs DIPA et les meilleurs DIPA de France. Mais C'est ouais, pas c'est compliqué. Dans vraiment le ça, top, quoi. c'est Piggy, c'est Popin et c'est la débauche. C'est ça, voilà. exactement. Et je crois que Piggy, pour le coup, il doit avoir peut-être 4 ou 5 bières Il du top trust 10. tous les classements, c'est impressionnant. Pour le coup, ils l'ont pas volé. Hein. Ah bah Non, ils l'ont pas volé, mais après, c'est vrai ils ont sorti des trucs de ouf. Hein. On voit Ouais. qu'aucune des bières du top ne descend en dessous de 10 degrés de mémoire. Donc il y a aussi ce facteur, peut-être, alors degré d'alcool, mais je dirais plus derrière sucre résiduel. C'est peut-être ça aussi qui séduit. Ouais. Et puis puissance aromatique aussi, parce que Oui. tu peux pas dry hoper une session comme tu dry hop une triple IPA. Tu peux y aller beaucoup plus fort dans une triple IPA et tu sais que tu auras moins de problèmes de déséquilibre parce que tu as une telle puissance derrière que c'est vrai. Enfin, moi j'adore les triple IPA et je pense que les aussi, c'est un style qui est vraiment, pour le coup, qui met peut-être le plus en avant les houblons, mais c'est en même temps peut-être le moins subtil aussi. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est comme ça fait partie du truc. C'est pas grave. Si demain tu peux avoir une bonne Pilsner à 3,75 sur une table, mais qu'elle est bonne, bon, franchement, moi je signe. Vous avez peut-être vu où je voulais en venir, mais en fait, sur Untappd, quand on regarde le top des brasseries dans un pays, on ne rentre dans le top qu'à partir du moment où on a 1000 notations, 1000 ratings. Vous, actuellement, vous êtes à un peu plus de 300 de mémoire. J'ai pas regardé là ces derniers jours si ça avait quand même augmenté ou pas. Je crois que vous étiez dans les 320, quelque On chose est comme ça. entre 300 et 500, je sais plus, parce qu'il y a les nombres de check-in, il y a les notes. Ouais, Mais, je pense que c'est le nombre de check-in unique qui doit être pris en compte. 380, un truc comme ça. Mais pour le moment, vous avez déjà une moyenne qui tourne dans les environs de 4,1. Ce qui, pour une brasserie française, est excellent. Je pense que si jamais vous rentriez dans le top des brasseries Untappd notées, là, actuellement, vous seriez peut-être deuxième derrière Ammonite. Donc la Bourgogne en force. Ça va On pas a durer. plein de copains qui nous ont mis des moyennes. Ouais, on a payé des mecs en Asie du Sud-Est pour qu'ils nous mettent des bonnes. Mais est-ce que vous vous attendiez à un accueil aussi positif là en vous lançant il y a Alors, quelques mois? Pas du tout. Alors, on a tous les deux un avis, je pense, c'est que ça fait partie. Je pense qu'avec beaucoup plus de notes, ça va se niveler un petit peu. Alors après, c'est cool parce que bon, tu regardes la potion magique, commence à avoir 60, 70 avis. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui aiment bien. Donc ça, c'est cool. Après, forcément, je pense que ça va baisser. Je vois pas comment ça peut tenir. Personnellement, voilà. Et c'est pas spécialement un problème. Hein. De toute façon, l'important, c'est que les bières soient bonnes et que les gens les aiment bien. Donc ouais, après, si on continue jusqu'à 1000 votes, 1000 notes, et que on a une bonne note, c'est génial. Hein. Franchement, on prend. Après, ouais, je pense que ça va tout doucement se tasser. Après. Ouais, je prépare Victor tous les jours à ce que les notes puissent descendre un peu, quoi, parce qu'il est. Voilà, je regarde souvent parce que c'est quand même un super outil pour même, tu vois, pour suivre. Nous, on avait une parano qui était notamment sur les houblons, qui était forcément l'oxydation, qui est l'ennemi numéro 1. Donc on fait hyper attention. Tout notre process a été fait pour qu'on limite qu'on limite vraiment ça au maximum. Après, bien sûr, on a une toute petite encanneuse, on a plein de choses qui font qu'on n'est pas équipé, on va dire, comme une grosse brasserie. On peut pas mesurer tout ce qu'on veut mesurer. Donc voilà, on suit ça avec beaucoup d'attention parce que dès qu'on a un commentaire ou quelqu'un qui dit attention, là il y a l'oxydation ou quoi, heureusement on n'en a pas eu. Mais je pense que c'est un bon moyen aussi de suivre. Voilà, déjà de rester en alerte. Ouais, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, et surtout s'il y a un problème de qualité, ce qui ne nous est pas encore arrivé, et j'espère ne nous arrivera pas, même si toutes les brasseries ont connu ça un jour. Voilà, c'est un bon outil de suivi pour ça. Ouais. Bon, moi, en attendant, je me suis jeté dans le mazout. Ah j'ai sans transition. Ouais, moi j'ai fini ma potion. Léo, il a fini. Et on va s'ouvrir un houblon si ça vous dérange pas, chers téléspectateurs. Non, mais. Je suis en vélo, donc ça va. Ouais. C'est pas ça? Ah non, je suis chaud pour la faune. Merde. Et on se la fait après si tu veux. Ça te dérange pas? Attends, on peut faire l'autre si tu veux. Écho de Dolphin. C'est Foam Brewers, c'est une brasserie. C'est une double IPA si je ne m'abuse. Merci Mathieu d'ailleurs qui m'a envoyé des foams. C'est très qualitatif. Du coup, on t'écoute. Hein, je fais le service, mais. Je bois en même temps, donc. Alors le mazout, on va peut-être en parler un petit peu pendant que tu le bois. Bah vas-y. En fait, l'intention de ce mazout, c'est d'avoir une base qui est une base plutôt pastry stout. Donc un truc vraiment onctueux, un truc vraiment dessert. Donc on n'est pas forcément très sur le torréfié. On n'est même pas sur le torréfié, c'est vraiment parti pris.
Enfin, il y a de la torréfaction, hein. De toute façon, Oui, il y non, a- mais il y elle a- reste assez gourmande et accessible, on va dire. Elle n'est pas sur le côté très amer café. C'est exactement ça. En fait, nous, on l'a imaginé comme un Imperial Stout de gamme, justement, pour le coup, et accessible, en fait, dire un peu pour le tout venant, si on peut dire ça. Et ouais, c'est ce qu'on cherchait. C'est Ouais. du tout bon. Non, c'est une blague d'énergie, de tout venant. Donc c'est exactement ça, Léo a bien résumé. On voulait un truc, voilà, souvent les gens, le super torréfié, super amer, ça les bloque un peu. Et dans l'Imperial Stout, tu as un spectre hyper large. Tu peux aller sur les Imperial Stout entre guillemets à l'ancienne, même si ça reste la base de l'Imperial Stout, c'est-à-dire une amertume, une grosse torréfaction, quand même un corps assez sec, mais pas mal d'alcool. Et ça ce sera un type d'Imperial Stout qu'on va faire bientôt avec un nom pareil, un peu idiot en référence aux inconnus cette fois-ci, mais on n'en parle pas tout de suite, qui sera pour le coup un Imperial Stout, Imperial Coffee Stout. Il est parti. Alex, il est parti, ça y est. J'ai dû m'en aller, je règle des problèmes techniques. Et on va aussi faire une série d'Imperial Stout où on cherche un torréfacteur dans le coin pour mettre en avant une variété de café à chaque fois qui sera torréfié le matin ou la veille et brassé le lendemain. Et donc ça, ce sera pour le coup un Imperial Stout très à l'ancienne, très sec, très torréfié, un peu à l'opposé de ce mazout. Donc du coup, comme tu disais Léo, beaucoup plus rond, onctueux, pas trop torréfié. On va le retravailler un tout petit peu parce qu'on trouve qu'il manque un chouïa de longueur. On va ramener un peu plus de seigle, d'autres choses comme ça. Mais après, voilà, le but c'était d'avoir un truc onctueux, accessible, bien dessert et surtout une base à barriquer et une base pour jouer sur du gruau de cacao, de la vanille, du caramel au beurre salé, enfin plein de trucs marrants comme ça. Mais c'est vrai que ouais, pour un Imperial Stout qui n'est pas barriqué ou qui n'est pas pastry, qui n'a pas d'adjonction dedans, on est sur une base qui est quand même assez déjà, on va dire douce, gourmande, des petites notes. On ressent bien plus le côté, on va dire, cacao d'un stout que le côté café. Il y a des côtés un petit peu plus, ouais, même vanillé, j'ai envie de dire. Il y a peut-être presque on a presque l'impression en fait d'avoir quelque chose qui est un peu qui a déjà un petit peu de barrique ou qui a de l'adjonction, alors En qu'en fait, fait non. t'es dans le bravo pied, parce qu'il y avait un piège. Vas-y Léo, En fait, effectivement, il y a un ajout en cuvinox durant la gare, pardon, c'est du chêne toasté américain, donc légèrement toasté, qui va un petit peu simuler ce côté un peu barrique, ça peut être un peu barrique de chêne bourbon vanillé. Il y a un contact court entre 2 et 3 semaines qui va ramener un petit peu de rondeur, mais ouais, et tu as tout à fait identifié ça, et c'est ça aussi qui ramène un petit côté vanillé, un petit côté presque boisé au truc. Donc, du coup, tu m'as dit c'est des copeaux de chêne, c'est ça? Copeaux de chêne toasté, chêne américain toasté. Chêne américain. C'est des cubes d'ailleurs, c'est des cubes, parce que c'est Ok. pas pareil. Mais ouais, alors toi, je sais pas si j'ai déjà goûté une bière qui avait été infusée avec des cubes de chêne américains, mais j'avais entendu parler de ce côté un petit peu vanillé, un peu peut-être bourbon, et ouais, c'est vrai que c'est un peu ce que je retrouve là. C'est exactement ça. Ouais. Vous en pensez quoi de ce que vous buvez là? C'est un peu perturbant. En fait, on n'avait pas vu, mais c'est une double IPA avec du sel de mer et des fruits de la passion. Ouais. Alors Léo, je sais pas pour toi. Moi, j'aime pas forcément les IPA avec du fruit, style fruit de la passion ou mangue, parce que ils sont déjà dans les houblons, donc pourquoi aller les chercher avec du fruit quand tu peux les mettre avec du houblon? Après, c'est quand même bon, mais c'est un petit jus de fruits. C'est un petit jus de fruits, ouais. Et le sel, en fait, ça a presque un côté gauze sans l'acidité, donc c'est un peu perturbant. C'est pas mal. Bon, le sel, c'est un exhausteur de goût, donc forcément, ça va mettre en avant le fruit, etc. Mais voilà, c'est une double IPA, donc ça s'appelle la Smirk of the Dolphin, 8 degrés 5, donc double IPA avec du sel de mer et du fruit de la passion. Donc, ouais, non, je suis pas convaincu pour le coup. Je pense qu'elle aurait pu être très bien sans fruit de la passion et sans sel, en fait, Ouais, je vous pose la question parce que justement dans le chat, il y a Vincent, donc Culture Bière, qui disait qu'il l'avait trouvé assez spécial. Et ouais, c'est... Ah ben voilà. C'est pas mauvais du tout, hein, ça se boit très bien. D'ailleurs, les 8 degrés 5 sont très bien cachés. Mais je vois pas ce que ça apporte, en fait, le sel de mer et le fruit de la passion. Ouais.
Par exemple, tu vois, dans les styles de bière qu'on n'a pas spécialement envie de brasser, une IPA aux fruits, par exemple, pas spécialement. Sour IPA éventuellement aux fruits, ouais, mais double IPA aux fruits, ça nous parle pas. En tout cas, cette mazoute, ne pas se jeter dedans, c'est vraiment très très bon. Très facile à boire, Merci. malgré les 10 degrés et demi, tu vois. Bon, j'enchaîne ma 3e canette, je vais bien dormir. J'espère que tu as mangé. Ouais, vite fait, avant de lancer le live, et pas en grande quantité, donc... Ok. Non, je vais bien dormir. Et je risque de moins bien articuler prochainement. Ouais, non, je reviens quand même sur Untapped, en fait. Si j'avais évoqué Untapped à la base... Non, ça, je l'ai déjà dit, je crois. Non, mais tu vois, ça fait effet, hein, la bière. Ah bah voilà, non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà vu. Parce que Ouais. L'avantage, c'est qu'avec le podcast, tu peux faire des coupages. Ouais, mais là, on est live. Ouais, bon, ça va, les gens qui ont suivi le live, normalement, ils ont bu aussi, donc ça. Ouais. Avec modération toujours, très important. Ils en sont à notre niveau, tout à fait. Oui, Très parce bien. que c'est très important sur Twitch, il ne faut pas se montrer en état d'ivresse. On peut boire, mais faut faire attention à notre état. Exactement. Bon, moi, je vais m'arrêter là alors. Non, mais c'est un jus de fruit de la passion, donc c'est bah pas du oui. tout d'alcool. Non, mais alors, on parlait du coup d'Untapped, du fait que vous aviez déjà un accueil qui était très positif avec de très bonnes notes. Ça me permet d'enchaîner avec quelque chose qu'on avait vite fait évoquer au tout début, c'est votre exposition sur les réseaux sociaux notamment. Pour une brasserie très jeune, je trouve qu'on a très vite entendu parler de vous. Enfin, moi en tout cas, avec ma vue globale sur les réseaux sociaux, j'ai vu arriver du 90 BPM un peu partout et en force, au point que je me disais, mais quand est-ce que je vais pouvoir goûter cette brasserie? Quand est-ce que ça va arriver sur Paris? Parce qu'en effet, on voyait partout, mais surtout on voyait partout avec des bons retours. On a déjà vu des brasseries qui se sont lancées, qui ont été vues partout, mais qui ont fait les choses un peu dans le désordre et qui n'étaient pas forcément bien vues des geeks. Ça me rappelle quelque chose, Ouais, effectivement. t'as peut-être voilà, ça doit évoquer des choses à certaines personnes. Ouais, tout à fait, je vois. Mais de votre côté, ouais, on a l'impression que tout était bien préparé, que tout s'est fait nickel, que vous aviez travaillé à fond sur vos recettes, que vous étiez prêt à sortir un produit abouti, et ce qui semble être le cas. Est-ce qu'il y avait vraiment est-ce qu'il y avait une stratégie un peu derrière ça? Est-ce que vous avez fait... Est-ce que c'est comment dire? Sur la partie recette, Léo, tu peux en parler. Honnêtement, c'était vraiment ça le plus important déjà parce que faut pas lancer, c'était pas le cas. On a beaucoup brassé avant, en particulier durant l'année, hein, on va dire l'année qui a suivi, vraiment le fait qu'on ait quitté nos boulots, donc on a pu se mettre à vraiment à 100%. On avait un petit local, un espèce de petit laboratoire en fait, où on développait des recettes, donc on testait beaucoup de trucs. On a brassé, ouais, je sais pas, en un an, on a dû faire 80 brassins. Voilà, on a fait plein de trucs différents, des trucs qui n'ont pas marché, des trucs qui ont marché. Bref, ça nous a quand même permis de développer cette gamme que tu bois actuellement. Et petite parenthèse, et en fait on avait matché notre matériel de brassage, en fait on avait essayé de l'adapter le plus possible pour qu'il ressemble le plus possible à ce qu'on allait avoir après en pro. Et ça a beaucoup joué aussi. Mais on faisait déjà de la canne par exemple. Voilà, genre déjà de la canette, ouais. Et je sais plus ce que je dis. Oui, et ça c'était vraiment l'aspect important pour nous. Effectivement, c'était de se lancer, d'arriver de se lancer en pro et en fait de savoir que le produit qu'on allait proposer allait être bon. Et là, c'était vraiment, on a fait un focus là-dessus. On voulait vraiment, on voulait sortir des bières qui étaient bonnes, quoi. Et à ce niveau-là, nous, on est assez contents de ce qu'on a fait jusqu'ici, en tout cas. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on sait la quantité de problèmes que les brasseries peuvent avoir quand ils se lancent. Et même, nous, on l'a vu en gros, on a eu des centaines de problèmes. En pro aussi, depuis qu'on a commencé, on a eu des soucis. Et en fait, on essaie de faire en sorte que ça impacte le moins possible le produit fini et les clients. C'est-à-dire que s'il y a un truc, si on n'est pas sûr, ça nous plaît pas ou quoi, ce sera de toute façon pas vendu, ce sera mis à l'évier, ce sera pas vendu parce qu'on a des exigences aussi par rapport à ça, parce que on est exigeant vis-à-vis de nous-mêmes au même titre qu'on est exigeant quand on boit une canette d'une brasserie, voilà. En fait, le truc, c'est qu'on veut arriver en déguste, poser notre canette à la déguste et l'ouvrir et être sûr à 100% de ce qui va sortir. On veut pas se dire tiens, est-ce qu'on a eu un hop creep en canette, donc une refermentation, est-ce qu'il y aura il y aura du diacétyl ou est-ce que ça va exploser, enfin que des trucs comme ça. Moi, c'est des trucs, je pense, on peut pas, ne serait-ce que penser un seul instant à se retrouver dans cette situation. Donc du coup, on essaie de faire le plus d'efforts possible pour que ça n'arrive pas.
Donc ouais, comme tu disais Léo, on a énormément bossé les recettes en amont, on a fait plein d'erreurs, mais on a pu faire à l'échelle du Brassam, et pareil sur la mise en canette, on a eu nos canettes oxydées, on a eu des sertissages qui étaient mal faits, mais ça nous a permis ensuite, quand on est passé sur plus gros, de savoir exactement les endroits où il fallait faire très attention. Et je pense que si on avait commencé plus tôt, un an plus tôt, je pense que ça aurait été pas pareil. Donc au point de vue des produits, c'est exactement ça. Et donc tu parlais des réseaux sociaux du coup. Ça pour le coup c'est plus ou moins. En fait moi quand j'étais à Paris, donc je bossais à Clichy, au nord de Paris, et j'étais déjà fan de craft et donc du coup je faisais des dégustes, j'allais voir plein de festivals, plein de trucs comme ça et c'est un petit monde donc tout le monde se connaît un petit peu. Donc à l'occasion en fait déjà quand on faisait du homebrew, j'en remontais de temps en temps à Paris, ça permettait moi d'avoir des retours, de les transmettre à Léo, ça nous permettait d'améliorer un peu les recettes parce que quand tu goûtes ta propre recette, tu essaies d'être objectif, mais tu sais que tu ne seras jamais 100% objectif. Donc, c'est super important de le confronter ta recette à des pros et à des palais différents. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup fait aussi avec. C'est vrai que dès qu'on faisait une bière en homebrew, on en filait à tous nos potes, on en buvait en soirée, bref, et on avait pas mal de retours aussi. Et on s'est servi de ça, clairement, pour voir. Déjà, c'était pas forcément des buveurs très aguerris, digne des mecs intéressent à la craft, mais au moins, on avait des avis, des vrais avis de tout type, quoi, du client, du profil lambda d'un client qui n'est pas geek et qui pourrait quand même consommer ton produit au final. Exactement. C'est ça. Et pour le coup, déjà, il y a 2-3 ans, on était convaincus que la Neipa, c'était un produit qui était hyper puissant pour ça, pour faire découvrir le houblon aux gens qui connaissent pas forcément. Parce que tu as des gens qui ont découvert les IPA et qui ont dit non, c'est hyper amer, c'est un côté caramel, je suis pas très fan. Et alors, c'est quand même l'IPA, c'est quand même la base de l'IPA, mais tu as quand même les New England IPA qui peuvent être potentiellement super accessibles et du coup qui peuvent, par exemple même une New England Pale Ale à 5 degrés bien faite, ça peut faire rentrer quelqu'un potentiellement dans la craft. Et le but c'est vraiment ça, c'est de faire des trucs où en fait tu peux le proposer à ton voisin qui connaît rien en craft juste pour boire un coup, ou boire ça avec tes potes qui sont des fanats de gros houblon et qu'au final tout le monde prenne le même plaisir. C'est pas facile mais c'est faisable. Et après, on le cite quand même parce qu'il a été super important et il est encore super important maintenant. C'est Fred des Moulins Bleus. Donc les Moulins Bleus, c'est une crêperie à Dijon, mais en fait c'est un caviste et c'est genre une des sélections les plus pointues de la craft en Bourgogne. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Ouais, on a plein d'autres cavistes et de bars top à Dijon. On a le Craft Beer Pub notamment, la cervoiserie, on a la cervoiserie, Bière des Terroirs, etc. Mais Fred des Moulins Bleus, en fait, donc Fred, on lui faisait goûter tout depuis les premiers trucs, les trucs réussis, les trucs ratés, bref. Et encore maintenant, ça a été un peu notre étalon pif, si je peux dire. Ça veut pas dire grand-chose, mais... Et donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et après, c'est le monde de la craft est finalement pas si grand que ça parce que tu te rends compte que tout le monde se connaît et tu montes une canette à un pote et puis il la boit avec un pote à lui qui en parle à quelqu'un, machin, puis ça va très vite. Donc on a été un peu surpris d'ailleurs de tout ça. Ouais. Même si c'est encore, c'est encore au début. Pas submergé par voilà. Mais alors, du coup, pour en revenir à la partie réseaux sociaux, est-ce que vous avez un petit peu poussé pour lancer la machine ou est-ce que vous vous retrouvez vraiment face à une hype que vous attendiez pas ? Alors, hype, c'est marrant qu'on parle de hype parce que. Nous, on sent pas forcément une hype, en tout cas. Oui, alors, j'utilise le mot hype, mais qui est peut-être pas non plus le plus adapté. Ouais. On n'est pas peut-être pas à la hype comme on a connu par exemple pour parler d'Ammonite à ça. Exactement, voilà. Là, Ammonite, ouais, c'était. À votre échelle, par rapport à une brasserie qui vient de sortir, qui sort des produits qui au final sont des produits qu'on peut voir dans à peu près toutes les brasseries. Vous avez sorti des Neipa, voilà, des produits qu'on voit chez un peu tout le monde. Vous avez une production qui n'est pas énorme et pourtant on vous a vu fleurir un peu partout sur les réseaux sociaux et comme je le disais tout à l'heure avec des avis qui étaient quand même de manière générale toujours très bons. Écoute, je pense que c'est un mélange de pas mal de trucs. Il y a effectivement le fait d'avoir pu faire goûter ça à pas mal de copains cavistes ou pas professionnels mais juste amateurs de craft et puis comme on se disait c'est genre voilà c'est un post sur Instagram et puis en fait on a reçu il y a des mecs qui nous ont commandé des trucs qui nous ont dit tiens j'ai vu que machin avait bu votre truc sur Instagram, il avait trouvé ça bon du coup je commande. C'est plein de petits trucs comme ça et mis bout à bout tu vois c'est pareil moi j'ai fait 2-3 colis à des copains qui sont il y en a un qui est à Londres, il y en a un qui est à Paris, bref
mais vraiment plus dans l'optique d'avoir des retours en fait sur les produits, parce que c'était des gens qui ont une certaine expérience de la craft et justement pour un peu savoir ce qu'ils pensaient, notamment des houblons, parce que les houblons maintenant il y en a beaucoup. C'est difficile de faire quelque chose qui sorte un peu du lot, ou en tout cas qui soit suffisamment bien fait pour faire, on va dire, pour être cohérent par rapport à ce que d'autres brasseries peuvent proposer, parce qu'il y a les Piggy, il y a Opiro, il y a Prism, il y a plein de brasseries qui proposent des très bons houblons, il y a Aérofab aussi qui propose des houblons vraiment top. Donc c'est comment tu arrives à faire un truc qui tienne la route par rapport à ces brasseries-là. Et donc c'était aussi la volonté d'avoir des retours sur nos bières qui fait qu'en fait c'est devenu plus, ça nous a permis d'avoir la visibilité sur les réseaux. Et puis après, voilà, je veux dire, aujourd'hui, notre compte Instagram, je sais pas, on doit être à 800 et quelques followers. Enfin, c'est tout petit, hein. Mais c'est bien parce que ça veut dire que finalement, ça nous fait de la visibilité, ça nous permet de rencontrer des distributeurs, ça nous permet tu vois, de faire des lives avec toi ce soir. Et nous, on est super contents parce que ce qu'on veut, c'est partager un peu ce qu'on aime tous les deux. Avec d'autres gens, et en plus en ce moment je sais que c'est compliqué parce que zéro festival, zéro événement, donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là, hein. Enfin, je continue de parler, vous me dites si je parle trop, mais je pense que ça joue aussi, c'est que du coup toute la partie vraiment physique, tout ce qui est festival et tout, c'est en pause, et du coup qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les quelques cavistes et bars ouverts, plus le web, et donc en gros je pense que ça nous a aidé un petit peu aussi, peut-être d'une certaine manière. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça. On est, nous on fonctionne, je pense, Victor, c'est pareil. C'est comme moi, on fonctionne vraiment. On aime bien en fait parler aux gens. On aime bien avoir des interactions, alors que ce soit avec le client qui vient à la brasserie, comme le caviste. Et puis en ce moment, effectivement, vu qu'il y a un peu moins de cet aspect, on va dire physique, tu le vois en vrai, et on développe un peu plus côté réseaux sociaux. Je pense que ça, ouais. Je pense que c'est essentiellement ça. Ça fait partie aussi du jeu des brasseries modernes. Les Oui. réseaux sociaux, ça reste quand même, je pense, à notre époque, un outil qui n'est pas négligeable, et mieux il est maîtrisé, mieux c'est pour la brasserie derrière, pour son évolution. C'est clair. Alors j'ai plusieurs, dans le chat, là j'ai plusieurs personnes qui reviennent vers moi. Donc déjà j'ai Raelsan DND qui me dit qu'il vous l'avait fait changer d'avis sur les IPA, parce qu'il n'aimait pas ça du tout avant, et visiblement il aime ça. Raelsan DLD DND, ouais, je ne sais Ok, pas. un fan de Orelsan peut-être. Certainement, probablement. On te salue. Du coup, génial. Si, voilà, tu vois, c'est exactement le genre de trucs qui nous font plaisir, parce que c'est vraiment l'intention, c'est d'essayer de montrer d'autres facettes, même s'il y a d'autres brasseries qui le font très bien. Je veux dire, demain, tu me dis, il faut présenter une IPA à quelqu'un qui n'aime pas les IPA, ouais, j'irai voir Aérofab, j'irai voir Popin, j'irai voir tous ces gens-là. Mais si ça peut être une de nos bières, c'est génial aussi, parce que c'est l'intention. Donc merci pour ce petit commentaire. Je vais juste fermer la bâche parce qu'il fait super froid. Je sais pas pour toi la bûche, mais moi j'ai froid. Vas-y, ferme. Très bien. Oui. C'est bon. J'enchaîne avec les petites questions et remarques du chat. Victor, on me demande d'où vient ta casquette. Si je ne m'abuse, c'est une casquette de chez Cloudwater. Yes, c'est vrai. Je l'ai acheté là-bas, je sais plus quand c'était il y a 3 ans. C'était sur ça s'appelle le Bermondsey Beer Mile, cette sorte d'allée avec plein de brasseries anglaises de grands talents. Et il y avait notamment Cloudwater, forcément maintenant qu'on ne présente plus. Et puis il y avait aussi Kernel, qui est juste peut-être une brasserie, une de mes brasseries préférées, les aussi, je pense. Ouais, donc ils sont bons dans plein de styles, et ça fait plaisir. Et ils ont un côté un peu à l'ancienne, mais tellement dans la précision à chaque fois que juste on est trop fan. Donc ouais, c'est une casquette achetée là-bas. Ouais, si je ne m'abuse, si vous la cherchez en France, il me semble que la Binouze, donc la cave parisienne, en avait. Après, je ne sais pas s'ils font de la vente à distance, vente en ligne, expédition, mais en tout cas sur place, je sais qu'ils en avaient avec des bonnets Cloudwater à une époque. Ouais, ils font du merch qui est vraiment sympa. Ouais. Et en parlant de merch, dans le chat, Hopjuice qui me demande à quand les goodies pour vous? On a des verres qui sont vraiment chouettes, qui sont bientôt en vente. Je sais pas si on voit trop. Ouais, pour les verres, on peut pas les expédier pour l'instant parce qu'on n'est pas sûr qu'ils arrivent en bon état. Exactement. Donc, le problème de l'expédition des la verres. brasserie, on peut.
Et puis, ouais, tout ce qui est textile, t-shirt, casquette, bah, c'est vrai qu'on s'en est fait pour nous, pour tester, puis un peu pour le kiff. Et on va en faire. On va en faire prochainement. C'est pas encore fait. Promis, je pense que allez, d'ici 2-3 mois, ça devrait être en ligne sur la Quand on aura un peu de trésor pour en faire, on en fera. Voilà. En tout cas, les verres sont très chouettes. J'aime beaucoup le verre à Pilsner, qui est quand même un format qu'on ne voit pas beaucoup dans les brasseries craft. Et je trouve que ça a vraiment un charme incroyable. Complètement d'accord. Et pour l'autre verre, il me rappelle un format que je connais un peu. Ah. Et tu sais, je pense qu'on le fait faire au même endroit. Enfin, nous, on passe par une petite boutique qui est à 5 minutes d'ici, mais je pense que c'est le même fournisseur. Et en fait, c'est des toutes petites séries. Les verres, on les fait par 24 ou par 48 parce que on peut pas commander par 500 parce que tout ça pareil. représente un effort trop important. Je pense voilà. Et en vrai, franchement, pour nous, on voulait un verre un petit peu en mode verre à jus comme ça, et ça fait complètement le taf. On en a pété un ou deux. J'espère que tu n'en as pas trop pété non plus de ton côté. Pour le moment, ils sont tous intacts. Mais génial. Et ouais, je pense qu'ils viennent du même endroit. Probablement. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter qu'on n'aurait pas évoquées et que vous voulez mettre à l'honneur dans ce podcast ? Alors, super important, c'est on voudrait remercier encore une fois Fabien d'Independent House. Je sais pas s'il a dit qu'il essaierait de se connecter s'il pouvait, mais je sais pas s'il est connecté. Mais en tout cas, Fab, c'est une brasserie. Il a monté sa brasserie dans ce coin-là il y a 3 ans. Donc ça commence à être quand même un brasseur assez expérimenté. Donc il est surtout distribué en local et un peu dans des régions alentours. On le trouve un tout petit peu à Paris. Et dernièrement, il a sorti notamment des Grey Pale et une Grey Pale aligoté là, qui est vraiment top. Et pas mal de trucs barriqués qui sont géniaux, mais c'est tout petit, donc ça se trouve pas trop. Donc voilà, un grand merci à lui. Il représente ce qu'on aime bien nous dans les crafts. Il fait de la bonne bière, il bosse bien, et puis c'est un mec sympa, très accessible. Donc voilà, nous a, en tout cas jusqu'à maintenant, sans lui, en gros, on n'aurait rien pu faire de tout ça, quoi. Donc vraiment, un énorme merci à lui. Puis après, d'autres trucs à rajouter. Non, déjà, super content d'avoir passé un petit moment avec toi autour de toutes ces questions-là. Nous, on prépare plein de trucs pour la suite. On a plein d'idées. Alors, je sais pas si tu avais prévu des questions là-dessus, mais ouais, on a vraiment envie de très vite pouvoir s'installer, accueillir des gens quand le contexte nous permettra de le faire. Mais ouais, notamment sur les fermentations mixtes. Aujourd'hui, on fait des kettle sour, c'est-à-dire on va acidifier notre bière dans la cuve d'ébullition. Ce qu'on aimerait faire, c'est des vrais sour mixtes, donc fermentation lactique en cuve, en foudre notamment. On pense par exemple à Voltiti, je pense que tu dois connaître, même APZ, ouais, qui fait des fermentations mixtes aussi. Ouais, partir sur des trucs comme ça. On a plein de projets aussi vis-à-vis des lagers, sur les Imperial Stout aussi, des trucs un peu débiles avec des ébullitions qui durent plusieurs jours, des trucs comme ça. Donc voilà, on a vraiment hâte de passer à cette étape-là. Et puis bien sûr aussi de rencontrer, de te rencontrer en vrai, parce que finalement on s'est jamais rencontrés en dehors des internets. Donc voilà, autour d'un verre, dans un festival ou dans un bar. On aura grand plaisir en tout cas à rencontrer les quelques personnes qui nous ont suivis là, qui nous suivent sur les réseaux. Et puis voilà, Léo, je sais pas si tu as des choses à ajouter à ce sujet. Je vends moi éventuellement une tondeuse électrique. Je sais pas si c'est le lieu. Marque Peugeot. On a 1500. J'ai plus de gazon depuis que j'ai un chien. Bref. Non, mais carrément au plaisir de vous rencontrer quand l'occasion se présentera, peut-être quand la situation sera un petit peu plus permissive à ce sujet-là, et ouais, sur un festival ou ailleurs. Et pour conclure le podcast, moi j'ai toujours une petite question quand même. C'est pour toutes les personnes qui nous ont regardé en live sur Twitch ou écouté en podcast, si ces personnes-là veulent boire des bières de 90 BPM, comment ils font ? À qui on doit s'adresser ? Ça se trouve où ? Alors c'est uniquement les soirs de pleine lune. Vous allez sur 90bpm.beer et ça marche aussi les autres jours en vrai. Faut sacrifier un hamster. Ouais. Par contre, sinon ça plutôt jeune de préférence. Et après seulement vous pouvez rentrer sur le site internet. Les prix sont exorbitants. Je regardais ça, franchement c'est. On vous déconseille. Ouais non. 3,90€ la canette d'IPA.
Non. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Non, alors on est distribué, donc si vous voulez nous trouver, on est un tout petit peu présent, donc forcément à Dijon, un petit peu du côté de Besançon et aux alentours. À Paris aussi, on devrait arriver en toute petite quantité dans le sud-ouest aussi, dans pas trop longtemps. On doit passer à Lyon aussi et du côté d'Annecy et d'Aix-les-Bains. On devait le faire dans les semaines à venir, mais finalement on va peut-être attendre un petit peu. On est en train de régler le truc. Donc on va arriver dans ces coins-là. En attendant, on a aussi notre site web avec notre petite boutique. Donc on essaie de faire des packs et puis d'essayer de proposer toutes les références à l'unité aussi. Hein. Si vous aimez pas, je sais pas, les Pilsner ou les Stout, bon, vous pouvez prendre que des houblons par exemple. Et à partir de 35 €, en gros, les frais de livraison sont assez raisonnables. C'est à partir de 5 ou 6 € en relais. Donc on peut faire ça aussi. On fait beaucoup. D'ailleurs, ça nous a vachement aidé pour commencer parce que tout était fermé et du coup, c'est ce qui nous a permis de nous lancer. Donc ouais, n'hésitez pas à passer sur le site aussi ou à faire bosser votre caviste parce que tout le monde en a besoin en ce moment. Donc voilà. Donc si je résume, on a des bonnes bières, pas chères, avec des frais de port abordables, directement sur votre site. Ah, c'est facile. On glissera un petit mot doux dans le colis si on est bien luné. Ah oui, j'ai eu un petit mot sympathique moi. Non, on essaie de le faire pour tout le monde. Ouais, j'ai vu ça sur Instagram, les gens qui postaient en story leur colis. Je vois que souvent il y avait le petit mot qui allait bien avec, ouais. Ah bah c'est hyper important parce que voilà, on a quitté des boulots respectifs pour faire des trucs qu'on aime et si on peut pas laisser un petit mot à nos clients, c'est pas. On est content qu'il y ait des gens qui s'intéressent à nos bières, qui payent pour les avoir. Donc, non, c'est cool. Enfin, on les remercie tous. Là. Alors, moi j'ai eu la chance que vous m'envoyiez un colis pour pouvoir en parler avec vous autour de ce podcast. Mais clairement, je comprends qu'on puisse payer pour des bières comme ça. Non, vraiment. Je comprends aussi toute cette, si on peut reparler de hype et tout cet engouement qu'il y a eu autour du lancement de votre brasserie. Oui, non, je suis conquis et convaincu. Eh bah écoute, c'est sympa. Ça fait trop plaisir. Eh ben, après, génial. Je pense qu'on a encore pas mal à prouver, hein, parce qu'au final, ouais, on est encore tout jeune. Et ouais, non, je pense que le chemin est encore un peu long, mais. En tout cas, ça fait super plaisir de savoir. Ouais. Puis c'est cool parce qu'en termes de dégustation, t'as senti des trucs qu'on sentait aussi, donc ça veut dire que la voie on est sur la bonne voie. Il y a probablement des choses à améliorer encore. Puis on est constamment en train d'essayer de s'améliorer parce que c'est la meilleure manière d'arriver à faire un produit qui nous plaît. Mais en tout cas, merci beaucoup du retour, ça nous fait très plaisir. Et puis, les gens qui nous ont regardés ou écoutés, j'espère que si vous aviez aussi quelques bières à déguster, qu'elles étaient bonnes. Si c'était les nôtres et qu'elles vous ont plu, c'est encore mieux. Et puis voilà, puis écoute, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir plus tard. Plaisir, ouais. Et puis, si les gens ont d'autres questions, des trucs auxquels on a des sujets qu'on n'a pas abordés, des choses comme ça, vous pouvez toujours nous passer un petit mail, nous parler sur Facebook ou Instagram. On essaie d'être réactifs. Et puis, on est aussi ouvert si vous avez des suggestions. Je sais que l'autre jour, on discutait avec un mec très sympa qui nous parlait d'un houblon spécifique. Et je pense qu'il se reconnaîtra. Je ne citerai pas son nom. Mais c'est marrant parce que suite à la discussion avec ce mec, on s'est réintéressé à un houblon qu'on avait voulu travailler et qu'on n'avait pas trouvé. En fait, ce houblon, en recherchant suite à la discussion avec ce mec, on l'a retrouvé. Et du coup, on a brassé une double IPA qui est en fermentation derrière. On ne vous dit pas ce que c'est et on ne te dit pas, Alex, ce que c'est parce que c'est un houblon, une variété qui n'a jamais été travaillée en France et qu'on trouve super intéressante. À notre connaissance, peut-être qu'il y a un mec on n'est jamais à l'abri. Mais c'est ce genre de trucs qui sont marrants parce que tu parles avec des gens qui sont passionnés et puis tu échanges et en fait tu te rends compte que ah ouais, tiens, tel houblon, je voulais le travailler et puis on n'en avait pas trouvé. Puis voilà, puis ça finit en recette, ça finit en fermenteur. Donc n'hésitez pas à venir nous parler, discuter si vous aimez, si vous n'aimez pas. On prend tous les avis, de toute façon, ça fera toujours avancer le truc. Bah super, j'ai hâte de goûter ça parce que un houblon inconnu, moi ça m'intrigue. Ça vient de Nouvelle-Zélande. Allez, je balance des infos. Oh mon dieu. Oh là là. Bon, ça sort dans 10 jours, donc ça va. Parfait. Bon, bah merci en tout cas pour votre participation et pour avoir joué le jeu parce qu'on en a appris beaucoup sur vous. Je veux aussi remercier, puisqu'on était en live sur Twitch, tous les nouveaux followers qui sont arrivés pendant ce live-là. Il y en a eu un petit paquet, je ne m'attendais pas à autant de personnes. Donc, on est parti. Merci à Soc1, à Grishmar, à Quiche au Jambon, à CPL Condor, à Fire Show, à Bière et Moustache, les amis de Bière et Moustache, très bon podcast. Gercraft Beer aussi, présent sur Instagram. Mike m'a forcé, le fameux. Ah oui. Ouais. Ragnarok 2139, Asian 8... La Brèche Jus, Bernard Bisbir,
Sponge Clem 28, Shot on Fire. Il y en a beaucoup, hein. Quentin 21, La Loi Gia, TTJ Femme, voilà, Carlo Flemme, Oompi. Carlo Flemme, c'est Didier. Bonjour Didier, c'est mon beau-père. Voilà. Ah bah, voilà. Veferrea, Raël Sandende dont on parlait tout à l'heure, et C'est moi Milmi. Voilà. Oh, Milmi, tiens, si c'est Morgane, coucou Morgane. Tiens, il y a des pseudos magiques. C'est magnifique. Bon, je vais pouvoir lancer le générique de fin. Victor, Léo, ne bougez pas, on se reprend après. Ça marche. Allez. On Bon. danse ou... Alors vous pouvez danser pour la fin, il n'y a pas de problème. Allez, Twin je lance Sam, le ouais. générique. Allez, pour ceux qui ont suivi, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, merci à tous et à bientôt.